Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tunisnet TV. Comme chaque lundi à 20h15, votre émission est politique hebdomadaire avec, bien sûr, des invités de marque et de luxe, comme on peut dire, ici sur notre plateau. Et on revient, comme chaque lundi, sur l'actualité de la semaine dernière. Et justement, la semaine dernière, une actualité malheureusement riche et aussi très troublante, avec les viols de plusieurs filles, plusieurs femmes, plusieurs adolescentes aussi, et bien sûr sur le débat, ou plutôt le discours du président de la République provisoire, Mansour Marzouq, qui est à Doha, à Al Jazeera. On reviendra sur ça et sur une vidéo en fin d'émission sur deux policiers qui ont traîné une fille pendant 15 mètres sur la rue, à côté, sur la rue Jean Jaurès. Une enquête a été ouverte par rapport à ça au ministère de l'Intérieur. Et on rappelle que cette vidéo a été publiée par Radio Kelima. Voilà, justement, pour débattre de ces sujets, nous recevons ce soir M. Jawhar Ben Mbarek, coordinateur du réseau d'Astourna. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec joie. On reçoit aussi M. Ahmed Hammemi, membre du conseil de la Choura du parti Ennahda. Bienvenue à vous. Merci. Et Madame Nabiha Kamoun Tlili, présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants à l'UTICA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, alors on revient sur un sujet qui a fait polémique dans les médias et même dans les familles tunisiennes, le viol de la petite fille, un viol atroce d'une petite fille de 3 ans qui a fait une polémique au ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, bien sûr, avec Sihem Badi. On va faire un tour de table. Jawhar Ben Mbarek, si vous pouvez nous raconter un peu quel est votre sentiment par rapport à ça. Est-ce qu'on peut parler d'un indice de dégradation sociopolitique, selon vous, par rapport à ces viols? Parce que je rappelle quand même aux téléspectateurs qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 viols que j'ai pu recueillir. À Kéron, un viol d'une mère de famille et de sa sœur. Nous avons aussi une petite fille de 3 ans qui a été violée par le gardien d'un jardin d'enfants à la Marsa. À Benaros, une sourde muette de 11 ans qui a été violée par un vendeur illicite d'alcool à Boumhel. On a à Gabès une fille âgée de 19 ans qui échappe à une tentative de viol. À Sousse, une chanteuse violée par un policier et 2 de ses amis, selon le journal Chourouk. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Peut-être on est en train de vivre le mois des viols. Chaque mois on a son lot de problèmes en Tunisie. Ce mois-ci, c'est les viols à cascade. Bien évidemment, ce sont des actes atroces, des actes impardonnables. Des actes de barbarie. De barbarie, complètement. C'est l'un des crimes les plus ignobles, des viols et des viols sur des enfants. Bien évidemment, ceci nous pousse à un peu réfléchir sur la situation sécuritaire d'une manière générale dans le pays. Ça va dans le sens d'une augmentation significative depuis quelques mois des crimes d'une manière générale et de la criminalité en Tunisie. C'est une dégradation un peu globale de la situation sécuritaire. Vous savez qu'on a commencé à parler de la violence politique qui prolifère en Tunisie depuis quelques temps. Et puis maintenant, les lumières sont mises aussi sur la criminalité ordinaire qui ne cesse d'exploser. Et bien évidemment, ceci crée un climat particulièrement instable, d'insécurité, qui est particulièrement dangereux pour la transition démocratique. Donc il y a véritablement un problème sécuritaire en Tunisie. D'accord. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas ne pas commenter aussi les réactions des autorités publiques et surtout les autorités chargées de l'enfance en Tunisie, c'est-à-dire la réaction de Madame la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfance, qui a eu une réaction complètement décalée, complètement déplacée et particulièrement dangereuse. Madame Tlili, vous êtes donc présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants à l'UTICA. Cette polémique, quand vous avez découvert ce viol, on va revenir avec vous, monsieur, mais cette polémique, donc une fillette quand même de 3 ans qui se fait violer, Madame Sihem Badi qui dit oui, mais ce viol s'est passé à l'extérieur du jardin d'enfants, c'était pas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut trouver des excuses à un viol? Non. Un viol, c'est un viol.
à l'intérieur ou à l'extérieur du jardin d'enfants, ça, ce n'est pas le problème. Mais ce qui m'a touchée de la part de Madame Badi, c'est qu'elle a déclaré des choses qui ne sont pas vraies et qu'elle n'avait pas écouté les gens concernés. C'est-à-dire, elle a déclaré avant d'écouter les gens. Le jour où j'ai appris, moi, une semaine ou 10 jours à l'avance, qu'une fille a été agressée sans savoir comment, ni où, ni dans quelle crèche. On m'a dit, il y a une fille qui a été agressée, est-ce que vous pouvez l'aider? Je l'ai dirigée vers le ministère de l'Enfance en leur disant, allez voir le délégué de la protection de l'enfant, d'accord? Et allez voir le président de l'association de la protection des droits de l'enfant. Ces deux personnes peuvent vous aider. Mais si vous ne trouvez pas solution, vous pouvez vous adresser à moi. Voilà mes coordonnées. Donc les choses sont passées comme ça. Je n'ai pas insisté pour savoir quel genre de viol ou dans quel jardin d'enfants et tout ça. Je voulais que la personne elle-même le dise. Je ne veux pas forcer les choses. Donc 10 jours après ou 9 jours, la dame que j'avais rencontrée, elle m'appelle pour me dire écoutez madame, la fille dont je vous ai parlé, la famille aimerait bien vous voir. J'ai dit est-ce que la famille s'est adressée au ministère et au président de l'association. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, bon, je ne l'accepte pas que lorsqu'elle s'adresse à ces deux-là. Si jamais elle n'est pas satisfaite, elle peut venir me voir. Alors, ils se sont adressés au ministère et à docteur Moaz Shrif, qui est le président. Et l'après-midi, le docteur Moaz Shrif m'appelle pour me dire « Madame, ce qui s'est passé, c'est atroce, c'est inadmissible. Je n'arrive pas à concevoir que des choses pareilles arrivent dans notre pays. » Bon, il m'a raconté tout en détail. La première réaction que j'ai eue, j'appelle le ministère de l'Enfance. Je vais trouver la directrice générale. Je n'ai pas trouvé la personne qui la remplace, alors j'ai demandé à ce qu'on me passe un responsable, n'importe qui. À savoir, juste, j'ouvre une petite parenthèse, à savoir que le ministère de la Femme, nous les avons contactés pour qu'ils soient présents en émission, ils ont refusé de revenir à l'émission. Ça leur juste revient. Pour, information pour les téléspectateurs. Ça leur revient, ça c'est leur affaire. Alors, on me passe un responsable. Alors je lui pose la question, je lui dis, écoutez monsieur, je viens d'apprendre qu'une petite fille s'est fait agresser. Vous ne savez pas encore à ce moment-là qu'elle s'est fait violer? Non, agression sexuelle. D'accord. Et j'aimerais bien savoir si les parents se sont bien adressés à vous, parce que je ne voulais pas prendre une réaction sans savoir ce qui s'est passé au juste. Alors il m'a dit, madame, je n'ai pas une idée sur cette affaire, mais si vous vous patientez un quart d'heure ou 20 minutes, j'essaierai de tout savoir. J'ai dit, bon d'accord, je vous attends. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je n'ai pas fait attention. Donc, il me rappelle pour me dire, oui, en effet, madame, il y a une petite fille qui a été violée. Et c'est dans la clinique de la Marsa a déclaré que c'était un viol, hein, quand même. Oui, qui a été violée, oui. Elle a été emmenée d'urgence à la clinique de la Marsa, où il s'est avéré que sa petite fille a été victime d'un viol. Alors moi, je ne savais pas tous ces détails. Tout ce que je savais, que la fille a été violée. Alors il m'a dit, oui madame, les choses se sont passées. Et la famille est venue pour déclarer ça. Et je lui dis, mais ce jardin d'enfants se trouve où? Il m'a dit, à la Marsa, et puis il m'a nommé le nom du jardin. Je lui ai dit, est-ce que c'est un jardin d'enfants agréé? Est-ce qu'il a... Alors voilà, c'est aussi un problème. Hein, c'est un problème, c'est là où le problème se pose. Alors je lui dis, est-ce que c'est un jardin d'enfants agréé? Il m'a dit, non madame. Je lui dis, mais pourquoi? On explique au téléspectateur, agréé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il a signé un cahier de charge et il a le reçu. Très bien. D'accord? Alors il me dit, non madame, vous savez, au début de l'année, au mois de septembre, ce jardin a ouvert ses portes et il y avait une conseillère pédagogique qui a été le voir par hasard et cette conseillère a demandé à la directrice de régulariser sa situation et de signer son cahier de charge pour pouvoir travailler. En toute légalité. Voilà. Et je lui dis, et après, il m'a dit, bon, la dame ne s'est pas présentée, on a été la voir encore une deuxième fois, elle ne s'est pas présentée, et puis après, il m'a dit, vous savez, hein, on a tellement de choses à faire. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, vous avez tellement de choses à faire? Il m'a dit, de toute façon, elle ne nous appartient pas. Je lui dis, écoutez, vous êtes les premiers
responsable. Et si je vais attaquer, vous serez les premiers à être attaqués. Très bien. D'accord. On va passer la parole quand même à monsieur Ahmed. Alors, qu'est-ce que vous pensez en tant que membre du conseil de la Choura du parti Ennahda? Vous pensez que ce pédophile doit être pendu, selon vous? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs dans la société civile où ils veulent que la personne soit pendue en lieu public, en place publique. Bon, ça c'est l'affaire de la justice. D'accord. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça? Pour moi, c'est inhumain, c'est terrible. Il y a un viol pour une fillette de 3 ans dans un jardin d'enfants. Quelle est la réaction du parti Ennahda par rapport à Sihemba, des ministres quand même, qui est quand même avec vous au pouvoir? Par le gardien de l'établissement. Donc il y a vraiment une série de choses terribles. C'est une fillette de 3 ans. C'est un jardin d'enfants, donc c'est un établissement d'éducation. Et puis il s'agit là du crime le plus... atroce. Oui, un viol. Donc je suis scandalisé personnellement. Voilà. Et quelle est votre réaction par rapport à Mansour Marzouk, qui est le président de la République provisoire, qui a donné grâce à 4, je pense, 2 pédophiles. C'est eux qui ont violé donc, une mère de famille et sa sœur à Kérouan. Comment vous réagissez, le parti Ennahda, par rapport à ça? Quelle est votre réaction? Je vous ai dit ma réaction. Oui, non, mais attendez. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais est-ce que, par rapport au président de la République, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez? Il faut lui poser la question. Le parti Ennahda ne se prononce pas par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à la libération, à la grâce présidentielle d'un pédophile? Pour ce point du viol, je vous ai dit mon point de vue. C'est scandalisant. C'est pas acceptable. La justice devra faire son travail. Et puis, il faut qu'il y ait des mesures politiques et administratives au niveau du ministère de la Femme et de la Famille. Ça nécessite non seulement une réaction ponctuelle de correction, mais ça nécessite des actions correctives, des actions préventives. Ça nécessite de régler ce cahier de charge, de revenir sur les moyens mis à disposition pour, bien sûr, superviser ces jardins d'enfants. C'est le premier maillon de l'éducation de nos enfants, des prochaines générations. Aujourd'hui, vous pensez que Sihemba doit être limogé? Vous pensez qu'il ne doit plus être à la tête du ministère de la Femme? Sihemba fait l'objet d'une pression depuis quelques mois. Je ne pense pas que c'est cette affaire qu'il faut se cacher derrière pour réclamer encore une fois le limogeage de Sihemba. Jean Bebark. Non, c'est juste pour mettre un peu le doigt sur la question de l'organisation des établissements d'accueil des enfants et de la petite enfance en Tunisie. Nous avons toujours eu un système qui marche relativement avec un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition de l'enfance en Tunisie. C'était toujours un sujet et une catégorie de la population qui est négligée un tout petit peu, alors qu'elle représente l'avenir réel de la Tunisie. Il y a un autre problème maintenant. Et là, le parti Ennahda et aussi le gouvernement, il y a des problèmes. Il ne s'agit plus de faits divers. C'est la question de la prolifération maintenant des établissements d'accueil de la petite enfance hors tout cadre juridique. Oui. C'est-à-dire que ce soit dans le cadre de jardins d'enfants qui sont ordinaires, tels que l'affaire du jardin d'enfants à la Marsa, mais aussi la prolifération de ces établissements d'enseignement coranique qui sont complètement dans le vide juridique. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle pédagogique, il n'y a aucun contrôle psychologique. C'est une affaire qui est particulièrement dangereuse et qui prend des dimensions maintenant particulièrement inquiétantes, parce que ce que nous sommes en train de voir, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Sous ces affaires, par rapport à ces affaires, il y a d'autres affaires dont on n'évoque jamais, qui ne sont pas médiatisées, et ça concerne aussi bien des petites filles, des fillettes de 3 ans, de 4 ans, mais aussi des petits garçons
dans ces établissements qui prolifèrent partout, qui existent maintenant partout, en dehors de tout contrôle de l'État, des institutions publiques, et on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien réagi à cette affaire-là? D'abord par rapport aux structures d'accueil des petits-enfants, l'État n'a pas réagi parce que depuis des mois, depuis maintenant à peu près une année et demie que ces institutions ont vu le jour. Elles sont là, elles accueillent des milliers d'enfants partout sur le territoire de la République et on sait pas ce qui se passe exactement là-dedans, qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner aux enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre aux enfants, par quelle méthode pédagogique, quel est le contenu de cet encadrement pédagogique. Et puis l'État n'a jamais réagi. Il y a eu la société civile qui a lancé des cris d'alarme par rapport à cette situation. On attend quoi? On attend que des affaires pareilles éclatent encore une fois. Beaucoup d'affaires. En une semaine, on a relevé alors viol. Moi, j'attends que... Ça nécessite un débat national, on est d'accord. Mais ce débat ne devra pas être politisé. Si aujourd'hui des gens réclament, ou bien des associations réclament le départ de Mme Sihan Badi, j'ai bien dit que cela est réclamé depuis plusieurs mois. Pour des considérations purement politiques. Ce n'est pas justement pour le rendement de cette femme ministre. Si actuellement je ne minimise pas ce crime, c'est vraiment scandaleux. Ça nécessite de lancer un débat national sur les jardins d'enfants, sur l'encadrement des enfants. On est tout à fait d'accord. Mais s'il vous plaît, ça ne devra pas être politisé. Sinon, il y aura encore une fois une dérive. Écoutez, j'arrive. Par rapport à la question de la politisation, c'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a un débat public ou une affaire qui éclate, une affaire publique qui concerne la collectivité, qui concerne les Tunisiens, on vient nous dire il ne faut pas politiser. C'est un débat politique, on ne peut pas échapper à ça. La Tunisie est en train de vivre une période éminemment politique. Tout est politique. On ne peut pas échapper, monsieur, à ses responsabilités, rien par évoquant la question de ne pas politiser. On ne peut pas ne pas politiser. C'est une affaire publique, mise sur la scène publique, elle est politique et on ne peut pas y échapper. Ce n'est pas une réponse. Ça sera une dérive pour justement les... Alors, Madame Kili, on regarde le reportage juste après. Allez-y, Madame Kili. D'accord. Alors, j'aimerais bien continuer, parce que c'est arrêté à l'appel de monsieur... Alors, la petite histoire. La petite histoire pour qu'on puisse juger le comportement de Madame Badi. D'accord. D'accord. Le lendemain, les gens se sont présentés chez moi, le père, la mère, et une amie avec eux. Ils m'ont dit qu'ils ont été déjà voir docteur Shrif et qu'ils ont pris un huissier comme je leur ai demandé et ils ont demandé à la dame de leur montrer le reçu, les papiers et tout ça. Il s'est avéré qu'elle n'a pas de reçu du cahier de charge et qu'elle fonctionne dans l'illégalité. En plus de ça, elle leur a dit, d'après les dires des parents, hein, moi je n'étais pas présente, que vous ne pouvez rien nous faire, nous sommes bien protégés, on a des gens qui sont derrière nous, tout ceci, tout cela. Alors, quand on m'a raconté ce qui s'est passé à la petite, je ne pouvais plus supporter. Et quand on m'a dit qu'elle est en train de les défier en leur disant « j'ai qui ?» derrière moi, j'ai dit, bon, je vais appeler tout de suite Madame la ministre. Parce que dans le temps, j'avais parlé avec Madame la ministre, je lui ai dit, chaque fois que je présente un dossier, ça s'arrête au niveau de l'administration et ça n'arrive pas à vous. Et moi, j'aimerais bien que vous ayez c'est-à-dire accès à ces dossiers que je présente. Elle m'a dit, écoutez, Madame Kili, quand vous avez besoin de moi, contactez-moi directement. Je lui ai dit, bon, d'accord. Alors, sur ça, j'ai contacté directement sa secrétaire. Je lui ai dit, écoutez, il s'agit d'un viol d'une petite fille de 3 ans dans un jardin et la situation ne peut pas attendre. J'aimerais bien parler à Madame Badi et tout de suite si c'est possible. Elle m'a dit, bon d'accord, attendez madame, je vais l'appeler sur son portable. Elle appelle sur son portable, j'attends un quart d'heure puis je rappelle. J'ai dit alors. Elle m'a dit, écoutez madame, son portable ne répond pas. Donc je lui ai dit, comment faut-il faire? Elle m'a dit, je vais m'adresser à son chauffeur.
Je dis, bon, d'accord, je vous attends. C'est même incroyable, quand même. D'accord, je vous attends. Un quart d'heure après, je rappelle. Alors, madame, vous savez, je n'ai même pas pu joindre son chauffeur. Et là, j'ai senti que sa voix, elle était un peu d'une... Qu'est-ce qu'on peut dire? Hésitante, un peu hésitante. C'est que j'ai compris qu'elle a pu la rejoindre, mais que, madame, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Donc, je ne veux pas me lancer sur ce terrain-là. Je n'ai pas à me baser sur mes doutes. D'accord? Alors, j'ai dit, écoutez, maintenant que les choses sont arrivées à Madame la ministre, si d'ici 2 heures, 3 heures de temps, rien ne se passe, adressez-vous aux médias. Très bien. On ne doit plus cacher ces choses. Parfait. Alors, on va tout de suite regarder un petit reportage. Débattre de ces points-là ne devra pas se transférer en un procès aux personnes. S'il vous plaît, si on veut avancer en Tunisie, si on a à construire cette deuxième république, c'est avec peut-être des débats qui aboutiront à des solutions réelles, à avancer à une valeur ajoutée. On a actuellement un problème qui est horrible. Le résoudre, ça devra être orienté à l'avenir. Si la question est uniquement d'accuser Mme Badi ou tout autre membre du gouvernement, ce n'est pas ça la solution et c'est ça la dérive politique. Mais il faut quand même responsabiliser les gens. Ces crimes pareils, dans tout le monde démocratique, réunit les gens à débattre, ce sont des questions nationales, ce sont des points qui concernent notre enfance, notre avenir. On devra, s'il vous plaît, se pencher au fond du sujet pour justement tirer les conclusions réelles. Bon, le pire dans tout ça, d'accord, le pire dans tout ça, je ne suis pas en train de faire le procès de Mme Badi, loin de là. Mais le pire dans tout ça, c'est que Mme Badi, le soir, après que la vidéo a été publiée, Mme Badi sort et démentit toute la famille. Ce n'est pas vrai. Les choses se sont passées hors du jardin. La directrice du jardin, le jardin est légal. La directrice n'a rien à faire. N'a rien à voir dans cette histoire, oui. Voilà, et n'a rien à voir dans cette histoire. Donc là, pardonnez-moi, laissez-moi continuer, s'il vous plaît, mon idée. Là, je me pose la question. Madame la ministre s'est posée sur quoi pour faire cette déclaration? Il ne faut pas déclarer des choses sans en être sûr. Et puis le lendemain, elle va chez la dame pour demander pardon. Là, autant que ministre, il ne faut pas se lancer dans des déclarations sans en être sûr. Après tout, c'est elle, la ministre. C'est pour ça. Donc, vous me dites qu'elle n'est pas responsable, qu'on ne doit pas faire son procès. On est d'accord, on n'est pas là pour faire son procès. Mais pour moi, elle est la première responsable. Personne d'autre n'est aussi responsable qu'elle. Je sais très bien que je suis menacée de mort, mais cela ne m'empêchera pas de parler. Très bien, Monsieur Jawad. Écoutez, juste pour dire 2 mots, une affaire de criminalité ordinaire, ça arrive partout dans le monde. Et ça peut arriver en Tunisie, et ça arrive. Quand un ministre, une ministre, vient faire des déclarations, elle est responsable, elle est politique. C'est une ministre. Quand elle fait une déclaration pareille, c'est elle qui transforme cette affaire en une affaire publique et politique. Donc ne venez pas par la suite nous dire politiser, comment vous politisez cette affaire. C'est la déclaration de Madame la ministre qui a évoqué la polémique. Voilà. 2, lorsqu'il s'agit de crimes à cascade, de viols, là où on retrouve des multirécidivistes qui sont impliqués dans ces crimes et qui ont été libérés par le président de la République sur les libérations conditionnelles. Bien évidemment, nous, en tant que juristes, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on ne peut pas s'opposer aux libérations, à la libération conditionnelle et bien évidemment à réviser les peines des prisonniers. Mais on le sait, partout dans le monde, les multirécidivistes et surtout les pédophiles n'ont pas le droit à une liberté conditionnelle. Et même si ça se passe dans des conditions de sécurisation extrêmes. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, en Europe, on leur met des bracelets pour contrôler leurs mouvements. Parce qu'on sait que ce sont des criminels, mais qui sont aussi des malades. Des gens atteints d'une maladie, et ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller perpétrer leurs crimes partout. Alors, l'erreur du monsieur le président... On a justement orienté nos débats
pour aboutir à peut-être des législations pareilles ou bien des mesures pareilles. Voilà, alors on est en plein dans un débat politique. L'objectif ne devra pas être convergé uniquement vers le ministre, mais plutôt comment empêcher ces crimes de se reproduire, comment protéger notre enfant. On ne dit rien sur la réaction du ministre, on n'a pas le droit de commenter lorsqu'elle n'a pas protégé l'enfance quand il s'agit des petites fillettes qui portaient des pancartes. Moutoubireï, comme elle n'a pas défendu la petite enfance, on n'a pas le droit de réagir. Bien sûr qu'elle est responsable, elle n'est pas le seul responsable, ça d'une part. Et puis, oui, tout le gouvernement avec elle et le président de la République, c'est vrai. Et puis les débats ne devront pas être à 95% uniquement concernant Madame la ministre. Très bien. Alors justement, on va quand même se pencher sur l'enfant qui a subi ce viol. Justement, je vais quand même lancer mon reportage. C'est pas de ce problème pas seulement qu'on doit parler seulement, parce que le viol, bon, c'est atroce, c'est le top de l'atrocité, mais il y a d'autres choses aussi. Notre secteur est délaissé depuis des années et des années. Depuis l'ancien président, c'est pas nouveau. J'ai été la présidente de la Chambre syndicale des jardins d'enfants et la première présidente de la Chambre nationale syndicale des jardins d'enfants. Et mes fonctions ont été gelées en 2003 parce que j'osais dire, si je vous montre les articles que j'ai fait descendre dans les journaux, vous allez vous rendre compte que je ne me taisais pas même à l'époque où personne n'avait le courage de parler. Et maintenant, je continue à le faire. Parce que c'est tout à votre honneur. Je suis revenue à mes activités juste au mois de février de 2011, après le départ du président. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, c'est pas pour faire le procès à Madame la ministre, mais il faut qu'on sache les choses. Chaque fois quand je se rencontre dans, je sais pas moi, une réunion, un débat et tout ça, elle est là pour, quand je l'entends parler, je dis, voilà, j'ai trouvé la bonne personne, elle va nous aider, elle va nous faire sortir du pétrin où nous sommes. Mais je n'ai entendu que des paroles, des choses réelles, rien ne s'est passé. Merci. Alors justement, on va se pencher aussi sur les dégâts physiques et mentaux de la petite fille, enfin d'un viol en général et surtout des enfants. Donc on a préparé un reportage qui a été préparé donc, par Monia Khanjeti. Le docteur Mohamed Neji Mezrani, il est pédopsychiatre, il est directeur de l'association pour la promotion de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. On regarde ce reportage et on revient sur le plateau. Il y a des répercussions à l'échelle immédiate, moyen et long terme. Juste après les faits, souvent c'est des enfants qui sont traumatisés dans leur chair, mais aussi dans leur psychisme. Ce qu'on observe souvent, c'est des manifestations d'angoisse, avec des attitudes régressives. C'est des enfants qui recommencent à sucer leur pouce, qui recommencent à faire pipi, qui deviennent un peu collés aux parents, souvent à la mère d'ailleurs, parce qu'elle a un rôle rassurant. C'est des enfants aussi qui peuvent manifester des attitudes agressives envers les personnes qui, de près ou de loin, rappellent l'auteur des faits. Par exemple, s'il s'agit d'une petite fille et que l'auteur est de sexe masculin, elle va manifester de l'agressivité envers le papa, envers le grand frère, envers l'oncle. Donc, les personnes de sexe masculin qui gravitent autour d'elle et qui peuvent, de loin ou de près, lui rappeler un peu ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait que c'est des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le vocable nécessaire. Et souvent, il y a, pour les raisons de l'enquête, donc c'est des enfants qui vont être interrogés par les forces de l'ordre, qui font leur métier au passage, mais souvent c'est des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer, et donc on a en face de soi des enfants, des êtres fragiles, et des aménagements sont nécessaires pour pouvoir les aider à parler de ce qui s'est passé, à reconstituer un peu ce qui s'est passé, et puis à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Souvent, on fait appel à des psychologues, et le rôle des psychologues, c'est en partie d'essayer de les amener à parler de ce qui s'est passé, de parler un peu de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles sont en train de vivre. Si ce n'est pas fait par des personnes qui maîtrisent le sujet, souvent ça peut avoir un effet traumatisant. Donc il y a deux traumatismes. Le premier lié à ce qui s'est passé, à l'agression sexuelle dont ils ont été victimes, et la deuxième
se fait quand ils sont interrogés, surtout si on ne prend pas les précautions nécessaires. Sachant que pour ces enfants, souvent on fait appel au dessin, qui est un médiateur, et qui permet aux enfants de mettre des mots. Donc ça facilite un peu la mise en mots de ce qui s'est passé. Ça permet aux enquêteurs d'avoir des éléments pour leur dossier, et à la psychologue d'aider l'enfant un peu à dépasser l'événement traumatique. Maintenant, sur le plan moyen et long terme, souvent c'est des enfants qui dépriment parce qu'ils se sentent un peu coupables pour deux choses. Coupables parce qu'elles se posent la question pourquoi ça nous arrive à nous, peut-être que de par notre attitude on y est pour quelque chose. Et deux, coupables parce que ce qui se passe n'a pas d'impact uniquement sur l'enfant, ça a aussi un impact sur la famille. La famille qui, au passage, est souvent au bord de l'effondrement, parce qu'on se pose la question si on n'a pas été défaillant en tant que parent, le rôle des parents étant de protéger l'enfant. Si on n'a pas été défaillant, donc l'enfant se sent doublement coupable de voir ses parents tristes, et coupable aussi de voir par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on se pose la question pourquoi ça nous arrive à nous, qu'est-ce que d'une manière ou d'une autre on a pu déclencher pour qu'on soit victime de cette agression sexuelle. Alors dans un tiers des cas, l'auteur des faits est issu du cercle familial. Dans un tiers des cas, il est issu de l'entourage de l'enfant, donc ça peut être le gardien de l'école, ça peut être tel ou tel enseignant, ça peut être un voisin, et dans un tiers des cas, l'auteur des faits, l'enfant ne connaît pas l'auteur des faits, donc celui qui a été à l'origine des attouchements sexuels ou de la violence sexuelle, je préfère plutôt le mot de violence sexuelle, n'est pas connu de l'enfant. Donc, dans un tiers des cas, l'enfant ne connaît pas l'auteur des faits. Dans deux tiers des cas, il le connaît. Voilà, donc on a regardé un reportage qui a été préparé par Monia Khanjeti, comme j'ai dit. On a vu le docteur Mohamed Neji Mezrani, qui est pédopsychiatre, qui nous a raconté... Je connais très bien. Voilà, c'est parfait. Vous connaissez ses propos, alors, que c'est quand même dur pour les victimes de subir un viol, et surtout pour des enfants en très bas âge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez raconter de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, c'est que la fille va garder des séquelles, à vie. C'est sûr, et à vie. D'accord? Elle va transmettre son drame à sa fille, à sa petite fille. C'est comme le dit docteur Mezrani. Bon, donc les choses ne sont pas si simples que ça. D'accord? C'est une fille qui a perdu l'innocence, qui a perdu sa vie future. C'est une victime, pour moi, la petite est partie et c'est une autre petite qui la remplace. D'accord? Comment peut-on aider ces victimes-là? Comment on peut aider ces enfants et leur famille à surmonter ces douleurs? Il doit être entouré par des psychiatres et des pédopsychiatres, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la petite? Seulement, puisqu'on a ouvert le problème de ce secteur-là, aussi, il y a des jardins d'enfants coraniques. Je ne suis pas contre le Coran, ni contre l'éducation coranique ou religieuse. C'est notre identité, c'est nous-mêmes. Mais ces programmes que vous êtes en train d'élaborer, qui vous a donné l'autorisation de le faire? Pourquoi vous ne montrez pas ça au ministère? Qui est derrière vous? Comment agissez-vous comme ça? Quand on parle des écoles coraniques, vous parlez des koteb, c'est ça? Non. Pas des koteb, c'est pour bien préciser. Des jardins d'enfants qui sont gérés par des associations coraniques. Je ne parle pas des koteb. Les koteb, ça fait partie de notre culture. Et ils sont là depuis... Ça aurait pu porter à confusion, c'est bien de le dire. Non, c'est différent. C'est différent. Ça aurait pu porter à confusion. C'est différent. Les jardins d'enfants coraniques... Et d'ailleurs, on termine sur encore 2 minutes et on donne la parole à... Ce mot-là, coranique, d'ailleurs, c'est très péjoratif. Qu'est-ce que ça veut dire, des jardins d'enfants coraniques? Et les autres jardins qui font du Coran, ce ne sont pas des jardins d'enfants coraniques. Alors, tous les jardins d'enfants sont coraniques, puisque tous les jardins font le Coran. Donc je trouve que cet adjectif-là, c'est pour attirer les gens qui ont soif. Parce que n'oubliez pas, pendant la période, les années passées, Ben Ali essayait d'écraser un peu tout ce qui est religion et tout ça. Donc les gens ont soif. Et quand les autres, ils
ils en ont profité. Ces jardins d'enfants... Les autres, quand vous dites les autres, vous parlez de qui? Les associations coraniques. Donc, ces associations travaillent sans cahier de charge. On ne connaît pas leur programme. Les gens qui animent, l'autre fois j'ai montré dans une chaîne télévisée, ce sont des gens qui n'ont même pas le niveau. Imaginez-vous une fille qui était renvoyée de l'école, niveau 2e année secondaire, ancien régime, on lui fait une formation d'1 semaine et on lui donne une attestation d'animatrice d'un jardin d'enfants. Vous trouvez que c'est normal? Où est l'État? Alors justement, où est l'État? Allez-y. C'est ça, ces jardins d'enfants. C'est quand même une question qui revient à M. Ces jardins Hamel. d'enfants qui prolifèrent partout. Allez, on laisse répondre M. Hamel. Non, d'accord. Laissez-moi terminer, je vais arrêter. Ces jardins d'enfants qui forment aussi le personnel. Le personnel... Vous l'avez choisi. Voilà, qui forment le personnel. En plus de ça, vous savez que ces jardins d'enfants n'ont aucune obligation matérielle vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire, ils n'appliquent pas ni la convention, ni le cahier de charge. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de CNAC, c'est-à-dire sécurité sociale. Tout ce qu'ils touchent comme argent, ils le mettent dans leur poche. Puisque ceux qui travaillent chez eux, la plupart d'entre eux travaillent bénévolement, soi-disant qu'ils sont en train de proliférer la religion musulmane. Comme si on n'est pas des musulmans. Réponse, M. Hamel. Pour la première question qui est la plus importante, bien sûr, la petite fillette nécessite un encadrement psychologique. Elle nécessite d'être soignée. Elle sera encadrée par l'État? Est-ce que l'État va lui offrir ça? Bien sûr. D'accord. Ça, c'est obligatoire. C'est toute la famille. Ils ne vont pas lui offrir un voyage en Allemagne avec M. Marzouki? C'est toute la famille qui nécessite d'être... c'est toute la famille qui a besoin d'un soutien psychologique et d'un encadrement. Donc, et c'est pour cela que le crime du viol est le plus horrible, même dans la classification des crimes. Le plus barbare. Le plus barbare, oui. Est-ce que vous pensez qu'on doit... ceux qui font ces crimes-là, est-ce qu'ils doivent mériter la peine capitale? Qu'est-ce que vous pourrez... Pas pour influencer les magistrats dans leurs décisions, non, loin de là. Mais vous, en tant que personne, en tant que père de famille, est-ce que vous pensez que ces criminels doivent être soit à la peine de mort? Il ne faut pas se prononcer dans de telles affaires de manière sentimentale. D'accord. C'est la justice qui devra être appliquée. Il y a une loi et il y a des juges compétents qui vont prendre, bien sûr, les mesures nécessaires. Et puis, il y a une justice indépendante qui va prendre ces décisions. Et puis, on est même au stade de l'enquête actuellement. Il faut, bien sûr... Par rapport aux écoles coraniques? Par rapport aux écoles coraniques, c'est Mme Tlili qui maintenant veut lancer une campagne non fondée et non justifiée. On est actuellement au niveau d'un dossier d'un crime à ce jardin d'enfants d'El Marsa. Si on veut débattre de notre enfance, des jardins d'enfants, de leur encadrement, peut-être de la tutelle, des cahiers de charges, de tout cela, c'est un débat national auquel toutes les parties devront participer. Et il faut bien sûr investiguer, il faut vérifier cela, il faut que bien sûr, ne pas uniquement se contenter des paroles des responsables, puisque Mme Tlili aussi, elle est responsable. Très bien. Alors, de ce qui se passe aujourd'hui au jardin d'enfants. Un dernier mot. Je rassure les parents. Je leur dis, ce n'est pas tous les jardins qui sont comme... on l'espère. Et n'ayez pas peur. Avant d'inscrire votre enfant... C'est bien de dire ça. N'ayez pas peur. Avant d'inscrire votre enfant, soyez sûr que ce jardin est agréé. Ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette. Juste une petite réaction avant que vous quittiez le plateau, Jean Belbarek, par rapport à ces propos. Non, je pense que ces affaires-là et la multiplication des affaires de viol et de pédophilie, maintenant, nous mettent devant un double problème. C'est d'abord le problème de l'encadrement de la petite enfance en Tunisie et la structuration des centres d'accueil et des jardins d'enfants, que ce soit coraniques ou autres. Bien évidemment, il faut aussi dire que la prolifération des jardins d'enfants coraniques un peu anarchiques comme ça
ce sont des gens qui profitent aussi de la précarité d'un certain nombre de familles tunisiennes, la précarité financière, la précarité sociale, parce que vous savez aussi que les jardins d'enfants, ça coûte cher pour les familles. Il y a plein de familles tunisiennes qui ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants dans les jardins d'enfants, et c'est une étape pédagogique et éducative indispensable et nécessaire et fondamentale. Il y a un certain nombre de personnes qui profitent de cette précarité, et là, c'est l'intervention de l'État qu'on attend pour protéger l'enfance, pour permettre à tous les enfants, dans le cadre de l'égalité entre tous les enfants de la Tunisie, on ne peut pas accepter qu'il y a une prise en charge à double vitesse de l'enfance tunisienne, ceux qui ont les moyens, ceux qui ne l'ont pas. De l'autre côté, c'est le deuxième problème qui est posé sur la table maintenant, c'est la question des multirécidivistes, de la libération conditionnelle des pédophiles. Bien évidemment, nous savons qu'il y a une législation partout dans le monde qui protège les citoyens contre les multirécidivistes et contre les pédophiles. Il n'est pas acceptable maintenant de relâcher des pédophiles sans mesure de sécurité conséquente, et bien évidemment, quelle que soit la personne, même si elle profite de connaissances bien placées au niveau de l'État. Un pédophile, il reste en prison si on n'a pas des mesures de sécurité pour protéger la population. On va clore donc ce dossier, et bien sûr que ce dossier reste ouvert à la place publique, mais dans cette émission, on va passer à nos deux autres sujets. Merci beaucoup, Madame Tlili, présidente, Madame Nebiha Kamoun Tlili, présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants à l'UTICA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Jarrah Ben Barek, coordinateur du réseau Dostourna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons accueillir tout de suite Madame Donia Ben Asmen, membre du Conseil national du parti Etakatl, et Madame Nedia Chaben, membre du bureau politique du parti El Massar. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc on vient d'accueillir Madame Donia Ben Asmen, membre du Conseil national du parti Etakatl, bienvenue à vous, et Madame Nedia Chaben, membre du bureau politique du parti El Massar, bienvenue à vous. Alors, vous avez assisté dans les coulisses quand même à la première partie du débat. Quelques mots sur justement ces différents viols qu'il y a eu quand même, et le dernier en date, celui de Kérouan, un viol atroce d'une mère de famille et de sa sœur, Madame Nedia Chaben. Et je sais que vous avez fait un communiqué sur le site de El Massar par rapport au viol de la petite fille de 3 ans. Oui, moi je pense qu'il y a une responsabilité de l'État qui est engagée, pas par rapport au viol lui-même, mais par rapport au jardin d'enfants et tout ce qui entoure cette problématique. Parce qu'il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai moi-même saisi la ministre de tutelle pour lui dire qu'il y avait quand même des centaines de jardins d'enfants non autorisés, qui ne répondaient pas au cahier de charge et qu'il fallait faire quelque chose. La réponse a été de dire qu'ils n'avaient pas les moyens et qu'elle était à engager plusieurs procédures de fermeture, que c'était très très lent et autres. Mais entre-temps, ça engage quand même la responsabilité de l'État en cas où il y a un problème. Et c'est ce qui s'est produit. Parce qu'il y aurait pu en avoir on aurait pu se retrouver face à un enfant qui tombe, un enfant qui meurt, un enfant qui a un accident sur place. Et là, on a eu un viol. Faute de moyens et de possibilités de réagir, de pouvoir fermer, ou en tout cas d'y voir un peu plus clair sur ce dossier, il y avait quand même une vraie campagne à mener de sensibilisation envers les parents, de manière à les faire prendre conscience de la nécessité de se renseigner sur l'encadrement des jardins d'enfants où ils inscrivent leurs enfants, et surtout voir s'ils répondent à un cahier de charge ou s'ils ont l'autorisation. Et là, ça ne coûtait pas beaucoup de choses à l'État de faire des spots télé ou autres pour le faire, et moi je trouve que c'est là-dessus qu'il y a une vraie défaillance, et qu'il y a également une manière de traiter de ce type de dossier un peu à la légère. On est dans une situation où il y a une violence qui s'installe dans le pays et une ambiance d'impunité, en l'absence d'autorité au niveau de l'État lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on va observer, et comme en même temps il y a une libération de la parole, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violeurs avant, ni de pédophiles, c'est loin de là. Loin de là, oui. Sauf qu'on en parlait peut-être moins. Ou pas du tout. Ou pas du tout, et qu'il y a beaucoup de tabous autour de ces questions-là, surtout quand il s'agit d'enfants. Mais il y a aussi un vrai souci aujourd'hui qui tourne autour de la question de l'impunité, tout simplement. Madame Ben Asmen, il n'y a pas de rappel. La première parole d'une ministre, c'est pas de rentrer en polémique avec la famille et de chercher le coupable. C'est pas du tout son rôle. C'est de rappeler la loi et d'insister sur le crime. Et de rappeler. Et là-dessus, il y a... Le parti Etakatl, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec les propos de Madame Chaben? Est-ce que l'État a une responsabilité dans cette affaire?
Alors, l'État a certainement une responsabilité. Alors, le problème est dû déjà au fait de la multiplication du nombre des jardins d'enfants. Effectivement, le contrôle, aussi bien a priori qu'à posteriori, c'est-à-dire avant l'ouverture qu'après l'ouverture, n'est pas très efficient, certainement. C'est vrai que aussi le code d'incitation aux investissements, avec son article la 49, qui octroie beaucoup d'avantages donc aux promoteurs des jardins d'enfants, a fait peut-être aussi que le nombre de jardins d'enfants pousse aujourd'hui un petit peu comme des champignons un peu partout. Là, ils sont sous couvert associatif. Hein. Ils ne répondent pas au cahier de charges et ils n'ont pas l'obligation d'y répondre. Justement, le problème du cahier de charges, quand je dis qu'il faudrait peut-être un contrôle renforcé a priori, moi, avant l'ouverture des jardins d'enfants, je me pose la question de savoir si effectivement la simple soumission à un cahier des charges est suffisante. Peut-être faut-il revenir à l'octroi d'une autorisation donc du ministère de tutelle, plutôt qu'à la simple soumission à un cahier de charges. Vous répondez à la question, quels sont les outils, justement, de la politique pour empêcher le viol d'une fillette ou de X, ça peut être un garçon aussi. Il faut renforcer le contrôle, justement. Par un pédophile entre quatre murs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer le contrôle, donc avant l'ouverture et après l'ouverture. Moi, j'ai une question qui est un peu Excusez-moi, après l'ouverture. Et pourquoi on attend qu'il y ait toujours un problème pour réagir? Non, on attend qu'il y ait un problème pour réagir. Non, écoutez, déjà, alors, pour ce qui est de après l'ouverture, le contrôle, vous savez qu'il y a les délégués de protection de l'enfance qui sont là pour exercer ces contrôles. Peut-être que le nombre d'inspecteurs n'est pas suffisant, surtout justement par rapport au nombre nouveau de jardins d'enfants qui ont ouvert. Ils sont peut-être dépassés un petit peu par ce nombre de jardins d'enfants qui ouvrent. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une autorisation plutôt qu'à une simple soumission au cahier des charges? Et puis ensuite, il faut renforcer le contrôle a posteriori. Donc, je sais que, en tout cas, la ministre des Affaires de la femme et de la famille s'est penchée là sur une proposition intéressante qui date d'ailleurs de 2002, qui est ancienne, mais qui est en train d'être mise là peut-être à jour, qui est de cette instance qui est supposée donc promouvoir et défendre les droits de l'enfant et qui va aussi normalement qui est supposée aussi donc exercer elle aussi un contrôle sur les. Non, là franchement c'est pas une réponse. Excusez-moi, on a des problèmes de centaines de jardins d'enfants sans autorisation ouverts aujourd'hui et vous me parlez d'une instance à mettre en place. Il faut mettre... mais je veux dire, c'est pas ça, la réponse, elle n'est pas adéquate. C'est pas la seule réponse qui est à apporter. C'est même pas une question d'autorisation ou pas, ce sont des jardins d'enfants sans autorisation. Donc, ils sont même pas... Ils sont hors la loi. Sans autorisation, il faut quelqu'un qui contrôle l'existence de ces jardins d'enfants qui sont sans autorisation. Justement, cette instance est supposée exercer ce contrôle et les inspecteurs sont supposés exercer ce contrôle. Il faut peut-être multiplier le nombre d'inspecteurs, il faut multiplier le contrôle à ce niveau-là. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra se rendre compte qu'il y a des jardins d'enfants, justement, qui sont ouverts sans autorisation. Toute la question là, est-ce que c'est la bonne solution aujourd'hui? Et comment fermer, comment procéder à ce contrôle? Il faut bien déjà, un contrôle pour pouvoir les fermer. De mettre en place une structure de toute petite enfance. C'est pas possible de ne pas prendre de garantie minimum. Que le décret-loi sur les associations permette de mettre en place un certain nombre d'activités hors scolaires et autres, autant scolaires, mais aujourd'hui, accueillir de la petite enfance, ça nécessite quand même des compétences particulières et des professionnels précis. Aux conditions qui sont énumérées dans le cahier des charges. Qu'on n'ait pas, alors qu'on sait que ce sont des associations qui sont derrière. Cette piste d'aller réformer peut-être au niveau de ce que peut faire une association et ne peut pas faire. Pourquoi elle n'est pas soumise au même cahier de charges du moment qu'elle accueille de la petite enfance. On est dans de l'utilité publique en termes d'accueil et de service. Donc on n'a jamais creusé ces pistes-là et depuis des mois on entend on n'a pas suffisamment de contrôleurs donc on ne sait pas quoi faire et puis on nous propose de réformer les lois on va peut-être faire une instance. Il s'agit d'une réponse beaucoup plus immédiate parce que aujourd'hui, demain et hier, il y a des abus et il y a de la maltraitance dans des espaces à huis clos où les enfants sont sous le contrôle de personne.
Et ils sont sous le diktat de personnes non professionnelles pour une bonne partie. Qu'est-ce que vous répondez? Donc ça nécessite, ne serait-ce que d'en parler, de mener une vraie campagne, d'alerter les parents, de sensibiliser l'entourage et de pousser les Tunisiens à dénoncer quand ils voient qu'il se passe quelque chose de pas très normal sur leur palier, de le dire. C'est ce qu'est censé faire cette instance, justement. C'est aussi, ça fait partie du rôle. Excusez-moi, on n'a pas fini la Constitution, on a des lois prioritaires. Mais il faut donc le temps de voter une instance, Ahmed vous dira combien de temps il faut et il faudra l'inclure dans le calendrier de M. Ibn Jafar. Donc ce sera pour le prochain mandat. Et pas celui-ci. Donc il faut arrêter de faire de la démagogie. Il faut bien trouver des solutions. Ça, c'est pas de la démagogie, c'est essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, immédiatement, dans l'immédiat, là, tout de suite? C'est ce que je vous ai dit. Oui. De lancer des spots de sensibilisation par rapport aux parents. Dire aux parents d'envoyer au service de la petite enfance les adresses là où sont leurs enfants pour essayer de collecter et voir s'il y a des endroits qui ne sont pas repérés et puisqu'il y a des endroits qui échappent complètement à un cadre légal. Mais justement, les délégués à la protection de l'enfance, que les parents déclarent où sont leurs enfants. À la rigueur, si on n'a pas les moyens d'aller dans les jardins d'enfants, qu'on amène les parents à faire une déclaration à la mairie. Moi, je suscite votre réaction par rapport... Il faut trouver d'autres pistes qui amènent de la réactivité immédiate et non pas quelque chose qui a... Ça, c'est à faire. Mais ça, le cadre légal est à faire. Mais, je veux dire, les services de la petite enfance ont aussi des réponses immédiates à apporter pour rassurer. Et on ne peut pas continuer on va terminer ce débat parce qu'on a vraiment d'autres dossiers à traiter. La participation de justement, tous, en fait. Je vais vous donner la parole, monsieur Hamemi. Je pose une question d'ordre général à tout le monde, à mes trois invités. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur Rida Belhadj du parti Tahrir qui dit que c'est la faute des laïcs qui a justement ces viols et qu'il faut instaurer la charia et la loi de la charia pour justement régulariser tout ça? Qu'est-ce que vous répondez? Oui, c'est pas du tout cela, c'est déplacé comme... c'est monsieur Rida Belhadj qui déclare ça. Écoutez, il faut qu'il y ait une solution à plusieurs volets. Niveau. La sensibilisation, c'est très important. Bien sûr, il faut empêcher ces crimes à se reproduire au futur. Et pour cela, il faut qu'il y ait vraiment une solution au niveau législation, mesures administratives, sensibilisation, formation. Côté réglementaire, il faut qu'il y ait des actions immédiates actuellement pour ces jardins d'enfants qui sont hors la loi. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Avant de passer, s'il vous plaît, j'ai un petit mot à la famille de la fille. Je veux saluer... Juste de la fille ou de toutes celles qui sont fait violer? Écoutez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait violer. Il s'agit toujours de crimes barbares, mais... le numéro 1, s'il vous plaît, c'est celui de cette... Alors, excusez-moi, il y a une fille sourde et muette de 11 ans qui s'est fait violer, donc je pense qu'elle est aussi concernée que la fille de 3 ans. Oui, c'est la même chose. J'ai voulu... Pas si c'est la même chose. Mais... Pour les parents de cette fille, je veux saluer leur courage d'avoir déclaré ce crime. Et dénoncer. Oui, puisque sans cela, il n'y aura pas, bien sûr, de solution et de remède à de tels crimes. Et puis, je veux demander à toutes les parties de sauvegarder l'anonymat pour cette fille et pour cette famille. Très bien, merci. Voilà, Madame Belrasmine, par rapport aux propos de Monsieur Rida Belhadj, du parti Tahrir. Je ne vois pas le rapport du tout. Pour lui, la solution au parti Tahrir et les principaux coupables sont les laïcs en général, et c'est parce qu'il y a la laïcité dans le pays qu'il y a des viols, selon le parti Tahrir. Il n'y a pas de laïcité dans le pays, il y a de la sécularisation, ce qu'on appelle de la sécularisation. C'est ce que lui croit, en tout cas, et que la solution, c'est la charia. Je pense qu'il a encore perdu une occasion de se taire, parce que franchement, devant un crime, s'exprimer de cette sorte, c'est de l'indécence. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner ses propos. Très bien. Madame Belrasmine, je partager sûrement le même avis. Très bien. On passe donc à notre deuxième... Il faut parfois s'assurer des déclarations. Mais c'est ça, c'est déplacé comme déclaration. Ça n'a rien à voir avec... Au lieu de dénoncer le crime... Si vous voulez, je vous donnerai ces déclarations sur papier qu'il a fait. Par contre, les déclarations de M. Malzour, qui justement, sont sûrement mal placées aussi. Alors, on passe au deuxième sujet. C'est le président Mansour Malzour qui était en déplacement donc, à Doha, au Qatar, et qui s'est rendu au siège
donc, donc de la télévision Al Jazeera et qui a de nouveau, donc Marzouk, qui a attaqué violemment l'opposition tunisienne depuis le Qatar. Et je cite là quelques petits extraits de ces déclarations. M. Marzouk, il a également affirmé: malheureusement, ces extrêmes ont refusé la modération et le juste milieu et ont tenté de déchirer la texture de la partie en se refusant les uns les autres avec rancune et mauvaise foi. On prépare le terrain à la violence, a clamé le président de la République. Je continue. La rivalité politique est toujours basée sur la mauvaise foi et la cruauté. En effet, les adversaires sont cruels entre eux et ont recours à la calomnie et au cancan, mais il existe des lignes rouges à ne jamais franchir, sauf que les extrêmes l'ont fait. Qu'est-ce qu'il déclare encore? Il s'adresse à l'opposition. Dorénavant, il faut assurer un minimum de sagesse et de calme, car cette nervosité et ces discussions houleuses vont vous nuire. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça, Madame Benchaben, du parti Massar? Moi, j'étais atterrée. Quand j'étais vraiment choquée. Et ça, c'est Business News qui déclare ça. J'ai écouté la vidéo, l'intégralité de la vidéo, et j'ai écouté les propos qui ont été tenus. Quand il parle de lignes rouges à ne pas franchir, c'est lui-même qui les a franchis en sortant, en oubliant qu'il est chef d'État et qu'il est le garant de l'unité du pays et non pas le diviseur. Et il a oublié tout son parcours. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'en 48 heures, on assiste à un volte-face. C'est-à-dire, tout de suite en Europe, il tient un discours droit l'homiste, séducteur, apaisant, et il va au Qatar et il tient un discours complètement abject, il n'y a pas d'autre terme pour le désigner, d'une violence extrême dans les termes utilisés et qui sont loin d'être les propos d'un droit de l'homiste. Hein. Excusez-moi, on a tendance à oublier quand on entend des propos tenus de cette forme. Et s'il considère que défendre un État civil, que vouloir la Tunisie, que se défendre pour un projet du pays tel qu'on le vit depuis des décennies et qu'on veut continuer dans ce pays-là et pas un autre, si c'est ça de l'extrémisme, ben j'en fais partie de ces extrémistes. Et si c'est les propos-là, je ne sais pas en quoi je menace et en quoi je présente une violence quelconque, parce que moi je suis plutôt dans un discours d'apaisement et de vouloir ne pas diviser et unifier. Et là, c'est vraiment, il sort de son rôle. Et franchement, aujourd'hui, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il n'est pas à sa place. Juste une autre déclaration qu'il a déclarée aussi. M. Marzouk a commencé par affirmer craindre la rancune de certains. Il a expliqué que lui-même et ses alliés de la Troïka voulaient bien ouvrir leur coalition à d'autres composantes politiques. Et je cite, « On les a invités à maintes reprises à s'asseoir avec nous autour d'une même table pour nous concerter et pour être constructifs dans cette phase transitionnelle, laisser de côté nos différends pour le moment, mais elles ont refusé. Comme si le diable est incarné en cette troïka. » Vous voulez que je réponde à cette deuxième déclaration? Si vous voulez. Voilà. Écoutez, là, c'est vrai qu'il a... En tout cas, là, il semble appeler plutôt à une ouverture et à un rassemblement. Ce que Takat n'a cessé, évidemment, d'appeler à ce rassemblement, et bien avant le 23 octobre, et ce bien avant le 23 octobre. C'est vrai que nous regrettons, en tout cas nous, en tant que Takat, que cette cohésion n'ait pas pu se faire, parce que nous avons toujours estimé que dans une période de transition démocratique, il n'y a pas de notion de parti au pouvoir et d'opposition, que les partis devaient tous travailler ensemble pour construire cette démocratie. Parce que nous ne sommes toujours pas dans une démocratie, nous sommes dans une phase de construction démocratique. Donc là, j'acquiesce plutôt. Quoi. En tout cas, cette deuxième déclaration, enfin. Voilà. Et par rapport aux autres propos, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, par rapport aux autres propos, je pense aussi qu'en tant que président de la République, M. Marzouk est le président de tous les Tunisiens. Et donc, il doit parler au nom de tous les Tunisiens. Et son rôle, c'est plutôt d'encourager la cohésion et le rassemblement, et non pas la division. C'est clair. Monsieur Hamimi, par rapport à ces déclarations, quelle est la position du parti Ennahda? Parce que là, il vous a quand même tiré. Concernant la capacité du gouvernement à instaurer le calme et la sécurité, M. Marzouk s'est encore une fois tourné vers l'opposition pour la pointer du doigt en affirmant que les opposants, et je cite, ont conditionné leur collaboration par la neutralité des ministères de souveraineté, mais une fois leurs vœux exaucés, ils ont dénigré et banalisé cet acquis. Et je cite, « Ennahda a généreusement accepté cette neutralité par souci d'instaurer le calme, la sécurité et la paix civile, mais on a accueilli son geste par le dénigrement, la satire et l'insouciance. Cette revendication si chère devient subitement sans intérêt et insignifiante à leurs yeux. » Écoutez, personnellement, ou même le parti Ennahda, on ne voit pas d'extrémistes à l'opposition démocratique. On ne voit pas.
Parfois, c'est à évaluer est-ce que l'opposition est constructive ou non. Il y a un différent à ce niveau. On leur accuse qu'ils ne sont pas constructifs, ils défendent ça. Bon, on est tous en train d'apprendre ici, de faire cet apprentissage de démocratie dans cette transition démocratique. Le rôle de l'opposition et le rôle de la majorité, que ce soit à l'Assemblée constituante ou bien pour tout ce qui se rapporte aux intérêts généraux. Pour ce qui est des déclarations de M. Marzouk, il faut souligner une chose. C'est que la Troïka a fait un grand effort à élargir cette cohésion au gouvernement. En particulier après que M. Ali Lareid a pris en charge de construire ce gouvernement. Et je pense que toutes les conditions, toutes les exigences de l'opposition ont été satisfaites. Mais décider finalement de ne pas faire partie de ce gouvernement, peut-être que M. Marzouk a été touché, je ne sais pas, mais ça ne justifie pas ces déclarations. Je voulais rajouter quelque chose. On n'a pas choisi de faire partie de l'opposition. On s'est trouvé dans la posture de l'opposition malgré nous, parce qu'il y a eu coalition politique au lendemain des élections, alors que ce n'était pas forcément prévu et ce n'était pas ce scénario qui était le seul à retenir. On pouvait se retrouver dans le scénario d'un gouvernement de compétences nationales sur lequel tout le monde pouvait avoir un accord et tout le monde soudé autour. Ce n'est pas ce choix-là qui a été fait par 3 partis, donc maintenant ils assument aussi quelque part cette situation. Après qu'on se retrouve... moi j'ai participé à la rencontre qui a eu lieu avec M. Marzouki concernant notre parti. Il y a un certain nombre d'exigences qui ne sont pas du tout remplies dans ce 2e gouvernement. On a 22 ministres qui sont reconduits, y compris ceux qui ont été les pires pendant l'exercice de leur mandat. Je veux dire, c'est pas... Excusez-moi, on n'a pas reconduit forcément que les compétents dans les anciens. Il y a énormément d'incompétents dans les anciens qui ont été reconduits. Il y a des ministères qui posent de vrais soucis parce qu'il y a une forme d'impunité aujourd'hui Mais il y a également un autre problème, c'est celui des LPR, que M. Marzouk a reçu au Palais de Carthage. Au Palais de Carthage, ce qui est un vrai scandale, parce que recevoir des gens qui sont... Il y a quand même des preuves accablantes qui les accusent quand même. Et moi, la mort de Lotfi Nagov, beaucoup de choses quand même. Je trouve que c'est quand même de sa part d'une très mauvaise foi, et surtout, moi, je trouve qu'il est rentré en campagne un peu tôt. Et il a oublié. Est-ce que vous pensez qu'il joue à la politique de l'autruche, M. Marzouki? Moi, je pense que c'est quelqu'un d'irresponsable, surtout, et qui oublie. À chaque fois qu'il prend la parole, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises à l'ANC, il divise dans ses propos. Quand il parle des femmes, il a parlé des islamistes et des démocrates comme s'il y avait 2 catégories de femmes dans Tunisie, alors qu'il n'y a qu'une femme en Tunisie. Il y a, avec pluriel, tout ce que vous voulez, mais et c'est pas à lui. C'est pas à lui de jouer, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'unifier, rassembler, et surtout actuellement, le pays passe par une situation extrêmement précaire et fragile, et on n'a pas besoin de discours diviseurs. Surtout qu'il y a une violence qui est en train de s'installer, se banaliser, et tenir des propos aussi violents de sa part, c'est aller dans le renforcement de ce courant de la propagation de la violence. Parce que nous promettre les échafauds, c'est quand même pas quelque chose de très tendre dans les propos pour un abolitionniste, pour quelqu'un qui compte la peine de mort. Penser à cette image-là, c'est pas rien. Est-ce que vous pensez que M. Marzouki profite encore une fois d'un auditoire à l'étranger pour tromper son public et dénigrer ses adversaires politiques? Alors, cette histoire d'échafaud... Oui. Enfin, moi, je n'ai pas lu la déclaration, je n'ai pas révisionné non plus. Mais j'ai lu... En tout cas, mais ce que j'ai lu, quelque part, je ne sais plus... Non, mais la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il profite d'un auditoire à l'étranger, M. Marzouki, pour tromper son public? Il va dans le sens du journaliste, surtout, et il renforce... Et moi, ce que je trouve réellement un peu léger de sa part, c'est que dans des pays qui n'exercent aucunement la démocratie, qui ne sont pas des vrais modèles de démocratie, il va tenir des propos qui vont dans le même sens que ces pays-là, à savoir des propos de despotes. Quand il est en Europe, il joue le grand séducteur, le démocrate et autres. Là, on est dans le caméléonesque, on est dans quelque chose de double discours, et c'est pas... Et puis, il n'est pas nécessaire de juger les intentions. Il y a des déclarations, on peut faire les commentaires. Peut-être M. Marzouki lui-même
où peut-être ce plateau aurait dû plus équilibrer si un représentant de la présidence était ici. Ah, ils ont refusé de venir. Voilà. Et donc, peut-être il y a des éclaircissements à faire. Pour l'opposition. Mais la question, je ne dénigre personne. Je demande juste, est-ce que vous pensez que M. Mansour al-Marzouki a profité, entre parenthèses, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il sera à l'étranger, d'un auditoire à l'étranger pour tromper son public? Non, pas du tout. Voilà, pour tromper son public. Enfin, honnêtement, je ne saisis pas trop ce que vous entendez par là. Parce qu'à chaque fois, quand il va à l'étranger, il saisit l'opinion publique étrangère pour dévier justement l'opinion publique. Est-ce que vous pensez à vos yeux que ce qu'il a fait à Doha, à Qatar, c'est encore une fois la même chose? C'est tout. Et pourquoi aller à Al Jazeera? Pourquoi aller là-bas? Pourquoi faire ces déclarations à Al Jazeera? C'est une question que beaucoup de Tunisiens se posent au jour d'aujourd'hui. Pourquoi le président de la République de la Tunisie se déplace à Doha, donc ça c'est dans le cadre d'autre chose, mais se déplace au siège de la télévision Al Jazeera pour animer un débat. Attendez, c'est pour animer un débat qui porte comme titre « Quelle démocratie pour les pays arabes ?» Il a été animé par le président de la République tunisienne, Mansour Marzouki, le 26 mars 2013. Voilà, personne ne peut répondre. Pourquoi? On n'a pas de chaîne de télévision en Tunisie? On devra poser cela à la présidence de la République pour une réponse. En tout cas, dans ses réponses, il va dans le sens du journaliste, surtout. Moi, j'ai suivi le débat. Il va dans le sens du journaliste qui lui dit quasiment les réponses. Et il est complètement dans quelque chose de diviseur, surtout. Et alors, madame a parlé. Et là, c'est dommageable, quoi. C'est dommageable. Et pour l'image du pays. Sur la déclaration, il parce que je vous dis encore une fois que je n'ai pas suivi le débat, donc je ne peux pas me prononcer. Sur la déclaration que vous m'avez lue, c'était plutôt un appel donc, au rassemblement. Ce que j'ai pu comprendre. Je vous souhaite de regarder la vidéo, parce que quand il parle d'un appel au calme, etc., il était quand même assez agité au niveau de la vidéo. Monsieur je ne peux pas me prononcer sur ce que je n'ai pas visionné. On va passer à un autre sujet. Oui. Je vais vous montrer un VTR qu'on a pris sur la toile, sur Facebook, qui a été partagé par énormément de Tunisiens et peut-être d'étrangers aussi sur Facebook. C'est Radio Kelima qui a publié cette vidéo-là. C'est assez choquant. On regarde tout de suite le reportage ensemble et on revient. ادخل عليه c'est bon ماشي ادخل صافي Voilà donc la vidéo que Radio Kelima a publiée, qui a fait polémique. C'est scandaleux. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête par rapport à ça. Il paraît que ce serait une fille qui faisait partie du Forum social mondial, donc la 12e édition, 30 000 personnes, 4 500 associations, la première fois dans le monde arabe, 3e fois en Afrique. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez vu? C'est horrible, encore une fois. Encore de la violence? Oui, non acceptable. J'ai entendu ce matin que le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête. Il a ouvert une enquête par rapport à ça. Il faut arrêter immédiatement ces 2 policiers. Et puis, on verra si les résultats ou bien les décisions suite à cette enquête seront en mesure de ce qu'on a vu, qui est choquant. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que vous ne pensez pas, encore une fois, que c'est un manque de formation de la police, des forces de l'ordre, de réagir comme ça? Il n'y a aucune justification de ce qu'on vient de voir. Ah, ça c'est certain, je ne suis pas en train de justifier ça. Mais justement, le fait d'en arriver là, est-ce que ce n'est pas un manque de formation de notre force de l'ordre? Mais dire qu'on a besoin de formation et de coaching et de la sensibilisation au ministère de l'Intérieur et partout dans ce pays, ça... Vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr. Très bien, Madame Benarsmé. Ce sont des images choquantes, bien sûr. C'est de la violence policière, ça ne peut que choquer.
C'est aussi le problème du secteur. Il ne faut peut-être pas condamner tous les ensemble du secteur, du Millennium. Mais c'est un secteur qui n'a pas encore été réformé et malheureusement, il y a des réformes qui doivent se faire, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si voilà. Madame Charlène. Oui, moi je trouve c'est extrêmement choquant, cette violence gratuite, cette violence délibérée, mais en plus, je veux dire, cette fille ne présente aucun danger pour ces deux hommes, visiblement. Bon, certains disent qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, etc., mais c'est pas une raison. Mais il n'y a rien qui puisse justifier cette violence, rien. Mais, et on revient encore à la question de l'impunité. C'est un secteur qui croit pouvoir échapper à toute règle et à toute loi. Il y a un vrai problème, pas seulement au niveau de la sécurité ou au niveau du ministère de l'Intérieur, mais au niveau pratiquement de tout le pays aujourd'hui. La violence, elle est en train de s'installer, de se banaliser. Parce que moi, ce qui me choque encore aussi, c'est de voir des gens qui passent et qui ne regardent même pas. Qui ne réagissent pas. Qui ne réagissent pas. Je veux dire, ils ne s'arrêtent même pas, ils ne dénoncent pas, ils ne disent rien. Parce qu'ils ont peur, peut-être même si on peut, je ne sais pas, et ça me choque autant. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est cette banalisation de la violence qui est en train de s'installer petit à petit et à laquelle il va falloir qu'on fasse vraiment attention et qu'on prenne vraiment aujourd'hui conscience de la gravité de la situation à ce niveau-là. Parce que la violence dans les propos, je veux dire, nous-mêmes, on croise des policiers tous les jours et on entend des choses pas très reluisantes et franchement, dont on se passerait allègrement. Ils ne sont pas tous. Ils ne sont pas tous comme ça, ils n'ont pas tous des problèmes de retenue au niveau de leur comportement et autres. Encore une fois, mais en même temps, il y a énormément de dérapages dans ce secteur. Donc il va falloir maintenant qu'on prenne conscience que ce n'est pas possible de continuer sous cette forme, mais c'est en haut de l'État que ça commence. Je veux dire, toutes les enquêtes n'ont pas abouti jusqu'à maintenant, où il y avait énormément de violences exercées, y compris... Vous parlez du 9 avril, vous parlez devant l'UGTT, etc. Toutes. Monsieur Hamim. J'ai fait mes commentaires. Bien sûr, les jeunes Tunisiens n'ont pas engagé cette révolution pour être tirés après 2 années de cette manière. C'est refusé. Ces 2 policiers devront être arrêtés immédiatement et qu'il n'y a aucune excuse, aucune raison, aucune justification. De traiter une personne de cette manière. Il n'y a aucune justification qu'il continue à faire policier dans le futur. Madame El Asmi, une dernière question, parce que Madame Charlène a évoqué justement des dossiers qui n'ont pas rendu leur verdict au jour d'aujourd'hui. Vous êtes dans la Troïka. Est-ce que vous exercez des pressions sur le parti Ennahda, qui est vraiment au pouvoir, qui tient les rênes de ce pays, en tant que Troïka, par rapport aux enquêtes qui n'ont pas abouti au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des pressions justement pour avoir les résultats de ces enquêtes, pour aboutir un résultat au niveau de ces enquêtes? Je parle notamment du 9 avril, je parle des attaques à l'UGTT, devant l'UGTT, etc., etc. Notre fille Naguev Chokri Blaïd, encore, le martyr Chokri Blaïd, on ne sait pas encore, ça fait combien de temps là? Ça fait peut-être plus d'1 mois que cette histoire-là... Le 6 février. Voilà, ça fait quand même depuis le 6 février que ce monsieur est mort. Aujourd'hui, on n'a pas les coupables. Takat, elle fait partie donc de ceux qui ont appelé à l'ouverture des enquêtes à chaque fois qu'il y a eu des dépassements. Et c'est un parti qui suit de près ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, donc, vous me disiez, est-ce que Takat exerce une pression? Mais je pense que ça a été prouvé à maintes reprises que Takat exerçait beaucoup de pression au niveau de la Troïka. Bon, je n'aime pas beaucoup le mot pression. Je pense que c'est... Je préfère parler de collaboration, mais en tout cas, pour ce qui est de la constitution du nouveau gouvernement, vous savez qu'Atakat, jusqu'à la dernière minute, a exercé quand même beaucoup de pression pour... Le parti Ennahda au gouvernement de M. Ali El-Araïd a moins que le tiers des sièges du gouvernement. Donc peut-être il faut raisonner autrement, ou bien s'habituer à faire un nouveau raisonnement, puisqu'on n'est plus au ministère régalien. Et on a, même s'il y aura un vote actuellement, et le parti Ennahda est seul, dans ce point de vue, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, il y a des échos qu'actuellement, il y a de nouveaux projets qui ne passent pas. Donc, et puis,
Actuellement même, le ministre de l'Intérieur, il est indépendant. Et le parti Nahda sera toujours avec les droits, avec les libertés, avec la défense et la neutralisation des jeunes Tunisiens. Hein. Vous ne pensez pas qu'on accepte que cela se passe en Tunisie? Mais j'espère bien. J'espère bien. La neutralisation des ministères de souveraineté a été justement réclamée par Takatel. Ça, tout le monde le sait pertinemment. Ça a été une revendication très forte. Ça a été une revendication très forte de notre parti. De l'opposition depuis des mois et des mois et des mois, je vous le rappelle quand même. C'est tout, hein, c'est quoi? Je n'ai pas dit, j'ai pas dit que l'opposition n'avait pas non plus fait la même demande, mais en tout cas, c'était une revendication claire du parti Takatel. Et puis, vous parliez du ministère de l'Intérieur. Vous savez que c'était aussi une proposition de notre parti. Ben Jaddo, c'était une proposition qui émanait du parti Takatel. Très bien, voilà, c'est la fin de ce numéro encore de Débat News. J'espère qu'on a répondu à vos questions, vous à la maison, où que vous soyez et vous nous regardiez. J'espère qu'on a répondu à vos questions sur l'actualité de la semaine dernière. Merci beaucoup à Monsieur Ahmed Hamemi, membre du conseil de la Choura du parti Nahda. On espère vous revoir quand même. Madame Donia Benrasmen, membre du conseil national du parti Takatel, avocate aussi, on le rappelle. Et Madame Nidia Charben, membre du bureau politique du parti El Massal. Je rappelle aussi que dans la première partie, il y avait Monsieur Jawab Benbar, coordinateur du réseau de Stourna, et aussi Madame Nebiha Kamoun Tlili, présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants à l'UTICA. On rappelle quand même nos principaux titres de l'actualité de la semaine dernière, donc les propos de M. Marzouki à Doha, à Qatar, les différents viols qu'il y a eu la semaine dernière et surtout notamment la petite fille de 3 ans qui a déclenché cette polémique et bien sûr la dernière polémique en date avec la fille qui s'est fait traîner à avenue Jean Jaurès par 2 policiers que Radio Kelima a descendu sur la toile. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 20h15 pour un nouveau numéro de Débat News. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.